Bon, ça y est. Après une pause de 50 ans, l'humanité prépare son retour sur la Lune. Et cette fois, c'est pour de bon. Mais la vraie raison de ce retour, eh bien, ce n'est probablement pas celle qu'on imagine. En fait, en ce moment même, on est en train de poser les bases, les fondations d'une première colonie humaine sur un autre monde. Voilà. Ce sont les tout derniers mots qui ont été prononcés sur la Lune. Dans la tête de Gene Cernan, et tout le monde à la NASA d'ailleurs, cette pause, elle ne devait durer que quelques années, tout au plus. Personne, mais alors là, personne n'aurait pu imaginer qu'elle allait durer un demi-siècle. Alors, la question est là. Pourquoi a-t-il fallu attendre un demi-siècle? Qu'est-ce qui a bien pu changer pour qu'on relance tout d'un coup le programme lunaire après 50 ans d'un silence assourdissant? Pour comprendre ce qui nous motive à y retourner aujourd'hui, il faut d'abord comprendre pourquoi on a arrêté d'y aller. Et pour comprendre cet abandon, il faut remonter le temps, encore plus loin, jusqu'aux origines même de la conquête spatiale. Parce qu'en réalité, la véritable motivation derrière le programme Apollo, ce n'est pas tout à fait l'histoire qu'on raconte habituellement. En fait, le programme Apollo, ce n'était pas vraiment une mission d'exploration scientifique. Non, c'était une arme dans le plus grand conflit du XXe siècle, la guerre froide. Il faut se remettre dans le contexte, quand l'URSS envoie Youri Gagarin dans l'espace en 1961, le premier homme, pour les États-Unis, c'est une humiliation nationale. Le président Kennedy, il lui fallait une réponse, et une réponse spectaculaire. Et la Lune, c'était ça. Un objectif tellement fou, tellement cher, tellement hors de portée que ça remettait les compteurs à zéro. En fait, son discours, c'était un coup de poker, un bluff monumental à l'échelle de la planète. Parce qu'à ce moment-là, personne, ni les Américains ni les Soviétiques, n'avait la moindre idée de comment y arriver. Et là, la machine qui se met en route, c'est juste sans précédent. Ce chiffre, 400 000, c'est le nombre de personnes qui ont travaillé sur le programme Apollo. Pour se faire une idée, c'est plus que le nombre de soldats américains engagés au plus fort de la guerre du Vietnam. Ce n'était pas juste un programme, c'était une mobilisation générale de toute la nation. Et côté argent, c'était tout aussi vertigineux. Au pic de l'effort, le programme Apollo engloutissait 4,5% de tout le produit intérieur brut des États-Unis. C'est une part absolument colossale du budget. En gros, la NASA avait un chèque en blanc, un budget quasi illimité. On n'était plus dans un programme spatial là, c'était un véritable effort de guerre. Si on rapporte ça aujourd'hui, le coût total, ça frôle les 250 milliards de dollars. C'est une somme tellement énorme qu'elle aurait pu déstabiliser toute l'économie américaine. Et tout cet argent, tout cet effort, pourquoi au juste? Officiellement, c'était pour la science, bien sûr, mais officieusement, c'était pour gagner la course contre les Soviétiques. Point. Alors le 20 juillet 1969, quand Neil Armstrong pose le pied sur la Lune, eh bien, l'objectif politique, il est atteint. L'Amérique a gagné. Ok, la course est gagnée. Et après, qu'est-ce qui reste? C'est là que tout bascule. C'est le début du grand silence. Le rêve lunaire, hop, on le met au placard, on le range sur une étagère. D'un coup, la raison politique a disparu. L'opinion publique, elle, en avait marre de ces dépenses folles. Et le Congrès, qui avait signé les chèques sans regarder, a fermé le robinet avec une brutalité incroyable. Résultat, les missions Apollo 18, 19 et 20 annulées, purement et simplement, avant même d'exister. La NASA a donc changé de cap. Elle a tout misé sur la navette spatiale. Un engin super complexe, très cher, dangereux aussi, et surtout, incapable d'aller plus loin que l'orbite basse terrestre. Technologiquement, c'était un vrai pas en arrière. Pendant 40 ans, la NASA s'est en quelque sorte elle-même clouée au sol, s'interdisant toute exploration lointaine. Le savoir-faire d'Apollo s'est évaporé, les usines ont été démantelées. L'ironie, c'est qu'aujourd'hui, il serait impossible de reconstruire une fusée Saturne V. On aurait pu croire que ce statu quo allait durer une éternité. Mais voilà, 2 événements majeurs sont venus tout bousculer. 2 choses qui ont complètement changé la donne et qui ont ravivé la flamme lunaire. Le premier changement, il est géopolitique. C'est la Chine. Pékin avance ses pions tranquillement mais sûrement, avec un objectif très clair, une base lunaire habitée d'ici 2030. D'un coup, la compétition est de retour. Et le deuxième changement, c'est l'arrivée d'un nouvel acteur, le secteur privé. Et ça va absolument tout changer. Le vrai tremblement de terre, il est venu d'un entrepreneur que, soyons honnêtes, personne ne prenait vraiment au sérieux au début. Elon Musk. Son idée de génie, la réutilisation. En réussissant à faire atterrir le premier étage de ses fusées pour le réutiliser, il n'a pas seulement fait un exploit technique incroyable, non, il a fait voler en éclats un dogme économique. SpaceX a tout simplement divisé le coût d'un lancement par 10. 10! Du jour au lendemain, l'espace est devenu beaucoup plus accessible. C'est le début d'une nouvelle ère. Et c'est là la différence fondamentale avec Apollo. Si on retourne sur la Lune aujourd'hui, ce n'est plus juste pour le prestige ou pour planter un drapeau, non. C'est pour faire du business, c'est pour construire une véritable économie lunaire, une économie qui dure.
D'ailleurs, un rapport tout récent de la DARPA, c'est l'agence de recherche de l'armée américaine, commence à dessiner très clairement les contours de cette future économie. L'idée, ce n'est plus de faire un aller-retour, c'est de bâtir une industrie là-haut. Une industrie qui repose sur 3 grands piliers. Le premier pilier, c'est ce qu'on appelle l'utilisation des ressources in situ. En gros, ça veut dire vivre sur place. C'est simple, on utilise ce qu'on trouve sur la Lune. On sait maintenant qu'au pôle de la Lune, il y a de la glace d'eau. Et cette glace, on peut la transformer en eau potable, en oxygène pour respirer, mais surtout en carburant pour les fusées. De l'hydrogène et de l'oxygène. D'un coup, la Lune devient la première station-service de l'espace. Un point de ravitaillement crucial pour aller vers Mars et plus loin encore. Le deuxième pilier, le deuxième trésor, ce sont les métaux. Le sol lunaire est plein de fer, de titane et surtout d'hélium-3. C'est un isotope super rare sur Terre qui pourrait être LE carburant parfait pour les futures centrales à fusion nucléaire. Mais le vrai avantage de la Lune, son atout maître, c'est sa faible gravité. Pour décoller de la Lune, il faut 20 fois moins d'énergie que pour décoller de la Terre. Donc extraire ces métaux et les envoyer en orbite depuis la Lune, ce serait beaucoup moins cher. Et enfin, troisième pilier, cette faible gravité, plus le vide de l'espace, plus les températures extrêmes, tout ça fait de la Lune un endroit parfait pour construire des trucs gigantesques. Des télescopes immenses, des fermes solaires géantes, ou même pour y délocaliser des industries qui consomment une énergie folle sur Terre, comme les data centers. La Lune pourrait devenir une sorte de banlieue industrielle de la Terre. Voilà, c'est cette vision, cette idée d'une économie lunaire qui tourne toute seule, qui justifie les 93 milliards de dollars du programme Artemis. C'est un énorme pari sur l'avenir. Mais est-ce que tout ça, au fond, n'est qu'une histoire de gros sous ? Ce serait oublier l'essentiel. Bien sûr, les politiciens ont leur stratégie, les industriels ont leurs calculs. Mais tout ça, ça ne fonctionne que parce que ça s'appuie sur quelque chose de beaucoup plus profond, de bien plus fondamental, le rêve. L'espace, ça fait rêver. Et si l'humanité n'était pas fascinée de manière presque irrationnelle par ces mondes lointains, eh bien aucun de ces projets n'existerait. Ce désir, cette pulsion presque irrationnelle, c'est ça le vrai carburant. C'est ce qui nous pousse à surmonter des défis complètement fous et à dépenser des fortunes. À côté de ça, les calculs de rentabilité, les stratégies politiques, c'est juste de la logistique. Alors au moment où l'on se prépare à retourner sur la Lune, cette fois pour y rester, la question reste entière. Où se termine l'ambition la plus pragmatique et où commence le rêve le plus profond ?